Alors, pour lancer un petit peu le débat, j'aimerais m'adresser à la salle parce que tout à l'heure, j'ai fait un petit test pour voir avec une collègue, avec Clémence, rédactrice en chef de la revue Far West. Il y a un sondage qui est sorti en 2023 et qui évaluait la proportion des Françaises et Français interrogés qui doutaient, voire remettaient en cause le fait que le changement climatique était d'origine humaine. À votre avis, en 2022, c'était quoi la proportion des Français qui doutaient de ça? Un chiffre? 40? Un tiers? 60? Autre chose? 75? Regardez trop la télé. Alors, hein, 50? 40? Bon. Bah, écoutez, l'intelligence des foules, dans les deux premières réponses, on n'était pas loin. Donc, d'après l'Obscope, qui est un observatoire Ipsos commandé par EDF, 37% des Françaises et des Français interrogés considéraient que le changement climatique était le fait d'un phénomène naturel, cyclique, historique, quelque chose qui nous échappait, qui n'était en aucun cas dû aux activités humaines. Si je vous dis que ça, c'est déjà un peu flippant. Si je vous dis que ce chiffre est en hausse de 8 points sur une année, autrement dit qu'un an plus tôt, il était sous les 30%, c'est à se poser des sérieuses questions. C'est à se poser des sérieuses questions qu'on n'est pas les seuls à se poser. Complément d'enquête a diffusé jeudi un documentaire sur climat, la guerre de l'info. Hier, Journée de la liberté de la presse, focus de Reporters sans frontières et de l'UNESCO, le sort des journalistes, consoeurs, confrères à travers le monde qui sont ciblés, censurés, mis en prison, voire tués pour enquêter, pour rapporter les faits qui portent sur la question écologique et environnementale. Dans les années 80, une penseuse, Suzanne Faludi, a écrit un bouquin qui a fait date, qui s'appelait Backlash, The Undeclared War Against American Women. La guerre non déclarée contre les femmes américaines, backlash. Ce qu'elle décrivait, c'était un phénomène par lequel, de manière insidieuse, par des slogans, par des remises en cause de la légitimité des personnes qui s'exprimaient en faveur de certaines mesures, après avoir fait progresser les droits des femmes dans les années 80, la société, les institutions minaient doucement la cause des femmes aux États-Unis. Le terme backlash, depuis, a été réapproprié. Alors, c'est un autre mec blanc qui a repris le terme pour l'appliquer à l'écologie. En l'occurrence, la Fondation Jean Jaurès a publié, encore récemment, plusieurs études sur un backlash écologique. Autrement dit, après Notre maison brûle, Jacques Chirac, après le Grenelle de l'environnement, Nicolas Sarkozy, oui, il faut quand même s'en souvenir, après la COP 21, François Hollande, après tout ça, eh bien, ça commence à craquer. L'écologie commence à devenir une cible. On gagne maintenant des élections en critiquant l'écologie. Alors évidemment, si je vous dis ça, vous pensez à Bolsonaro, mais Milei aussi a fait campagne contre l'écologie. Le Parti pour la liberté aux Pays-Bas a fait campagne contre l'écologie. Le Labour à Londres gagne des circonscriptions, ça dit Cannes, en faisant campagne contre l'écologie. C'est aussi une variable d'ajustement politique. Maintenant, quand on coupe, c'est dans l'écologie. Les agricultrices et les agriculteurs gueulent, on coupe dans l'écologie. Les gens des transports gueulent, on retire les trucs écolos. On n'a pas assez de budget pour l'armée, on coupe dans l'écologie. On n'a pas assez de budget pour les JO, on coupe dans l'écologie. Et c'est aussi devenu une politique d'ajustement éditorial. On a besoin d'argent pour les JO. On vous a dit qu'on a besoin d'argent pour les JO? On a besoin d'argent pour les JO. France Télévisions supprime Novou, une chaîne qui avait son succès, qui avait trouvé son public, qui avait trouvé son ton, qui s'adressait aux jeunes. Quelle idée! Elle a été supprimée au profit des programmes traitant d'un événement international certes, mais ponctuel, consumériste, consommateur de temps, inégalitaire, qui rétablit sur le territoire un certain nombre de pratiques qui devraient avoir disparu si on s'intéressait à l'écologie. Nos confrères, consoeurs de Vert de Rage, là, depuis quelque temps, le sont, elles-mêmes et eux-mêmes, Vert de Rage, suite à leur déprogrammation sur le service public, encore une fois. Et je ne vous parle pas de tous les autres médias, on va en parler longuement avec mes trois invités, et je les remercie d'être là d'ailleurs. Dans l'ordre alphabétique, parce qu'il en fallait bien, Léa Gorius, journaliste vidéo à Reporter, le quotidien de l'écologie. Anne-Sophie Novelle, vieille camarade de route, journaliste, formatrice, penseuse des questions écologiques et environnementales. Et Luna Weimar, chargée de campagne, responsable de projet au sein de l'association Quota Climat, qui s'intéresse au traitement des questions écologiques et environnementales dans les médias. On reviendra là-dessus. Et votre modeste serviteur, Sylvain Lapoix, journaliste indépendant, basé à La Rochelle, collaborateur de Far West, de Reporter, entre autres, pas de Quota Climat, mais spécialisé sur la question notamment voilà, de bassines
histoire de parler de trucs qui fâchent pas. Quand j'ai préparé cette conférence en discutant avec mes invités ici, je me suis demandé comment faire piger de manière simple et sans avoir l'air de donner la leçon à des personnes qui peut-être sont consommatrices, consommateurs ponctuels de questions écologiques, d'infos écolo, que c'est pas juste de la parano en fait, que ces discours existent et dans des proportions et d'une violence qu'on a du mal à s'imaginer parfois. Heureusement, dans ces cas-là, il y a des valeurs sûres, il y a dans le changement climatique des constantes, et parmi ces constantes, il y a les éditorialistes. Je vous propose une petite vidéo que j'ai trouvée forte en synthèse. On peut l'envoyer. Alors, c'est synthétique, mais c'était quand même très long. J'aimerais savoir, chacune, c'est quoi le truc, la phrase, l'article, la réaction, peut-être un vécu en tant que journaliste, en tant que simple citoyenne, où vous vous êtes dit « Ah la vache, on en est encore là » ou « On est revenu là ». Votre expérience la plus frappante de backlash, chacune, si vous deviez citer un truc. Commence qui veut. Luna. Je veux bien commencer. Peut-être je reviens sur Quota Climat. Brièvement, ouais. Brièvement, c'est peut-être pas instinctif et tout le monde n'a peut-être pas en tête ce qu'est l'association Quota Climat. On est une association qui œuvre à améliorer le traitement médiatique des enjeux écologiques. Pour ça, on a un levier d'action, des leviers d'action assez diversifiés. Notamment, on fait de la veille médiatique et on interpelle sur les réseaux sociaux. En gros, on regarde les bonnes et les mauvaises pratiques. Donc, ça nous permet d'avoir un historique un peu complet au jour le jour de ce qui se passe dans les médias. Donc, pour répondre à ta question, très récemment, juste par exemple, les 2 dernières semaines, il y a eu la suppression de la série documentaire Vert d'orage dont tu as parlé. D'ailleurs, on a lancé une pétition sur le site du CESE, pour interpeller France Télévisions là-dessus. Et sinon, peut-être quelque chose de moins... c'est moins flagrant, mais tout aussi caricatural et néfaste pour les débats publics. C'était le débat des élections européennes qui opposait Valérie Hayer et Jordan Bardella cette semaine. Et il y a eu une séquence sur l'écologie, on a parlé d'écologie, mais alors le cadrage, c'était l'écologie contre l'agriculture, point d'interrogation. Donc de nouveau, c'est un problème. Pourquoi ? Parce que ça polarise, ça instrumentalise le clivage, alors qu'aujourd'hui, on a besoin de complexifier. On se rend bien compte que sans un environnement sain, on n'arrivera pas à avoir une agriculture soutenable. Et de nouveau, en fait, c'est dans la représentation où ces deux mondes qui s'opposent. C'est l'écologie, une cause contre des intérêts. Et donc moi, ça me paraissait assez problématique aujourd'hui dans le débat politique à l'aube des élections européennes. Anne-Sophie, Léa. Moi, ça date de ce matin. Ah. Radio France, il y a 1 an et demi, 2 ans, a fait son virage écologique, son tournant. Le tournant, c'est annoncé comme le tournant. Et là, avec ce qui s'est passé ces dernières semaines, j'ai l'impression... Alors déjà, en septembre, je trouvais qu'ils avaient mis des formats d'interviews très clivés. J'avais notamment échangé là-dessus avec Salomé Saké et Paloma Moritz, en leur disant vous acceptez ces interviews où on fait venir des gens qui sont radicalement opposés à ce que vous représentez. Est-ce que c'est pas une prise de risque ? Et voilà, on en a parlé longuement toutes les trois. Et j'ai lu dans Mediapart ce matin que La Terre au carré allait être arrêtée, qui est quand même une émission qui, prochaine rentrée, il n'y aura plus La Terre au carré. Donc je l'ai lu et j'ai dit, j'ai écrit à Mathieu Vidard, j'ai dit pince-moi, je rêve. Il me dit non, tu rêves pas. On va développer notre émission sur science et écologie, mais La Terre au carré disparaît. Voilà, donc c'est un exemple encore de quand même d'émissions un peu phares qui portent ça et qui le portent très bien, mais qui va être arrêtée à la rentrée prochaine. Ah la vache, donc moi le moment c'est juste à l'instant, je ne le savais pas, je l'apprends, donc ah la vache, ok. Léa. Oui, moi, il y a plusieurs choses. Il y a, en tant que journaliste, moi j'aimais beaucoup Now You, le média de France Télé qui parlait d'écologie et en particulier qui s'adressait aux jeunes parce qu'ils étaient très forts sur TikTok. Et moi, je fais de la vidéo chez Reporter et je suis sur Instagram et TikTok. La Terre au carré, Reporter, justement, on envoie souvent des journalistes là-bas. Donc pour nous, c'est une émission qui est hyper importante. Donc il y a vraiment ces événements-là où on voit que voilà, les grandes chaînes et tout ça décident de vraiment couper des émissions. Et ça, c'est assez hallucinant quoi, de se dire qu'aujourd'hui, en fait, on parle de l'avenir de l'humanité et en fait, on décide de supprimer les émissions qui parlent de ça. Donc c'est toujours un choc.
Et après, il y a aussi à chaque fois que j'entends des chiffres comme le chiffre que tu as pu partager au début sur voilà, la quantité de personnes qui pensent encore que le réchauffement climatique, c'est pas de notre faute et que bon, c'est des cycles. Et moi, en plus, je le vois souvent en commentaire sur les réseaux. Donc voilà, c'est ces choses-là. Alors justement, c'est un point de vue particulier que tu as et qui est intéressant. Tu es donc reporter vidéo, tu es journaliste vidéo, tu produis des vidéos, des contenus, tu le disais, Insta, TikTok notamment. Ce qui va avec un autre élément super intéressant, c'est que tu es directement au contact du public. Tu te prends en frontal, et on va voir à quel point les commentaires, les réactions. Donc finalement, le ressenti face à ce que reporter publie sur ces réseaux-là. Toi, c'est quoi comment ça se manifeste finalement le backlash et qu'est-ce que tu vois émerger comme discours sur les réseaux sociaux par rapport aux questions écologiques et environnementales qui sont traitées par Reporter? Nous, le backlash à Reporter, en fait, on le vit pas. On le vit pas personnellement parce qu'on a un média indépendant, sans actionnaire, sans pub. Donc en fait, on décide vraiment de ce dont on parle. Donc il y a personne qui va nous dire non, on va éviter de parler de ça. Donc nous, c'est... Et puis on a aussi énormément de... on reçoit aussi énormément de soutien. Donc les commentaires, au final, moi je les vois beaucoup sur les réseaux sociaux. Et ce backlash, je le vois quand voilà, je fais des vidéos sur TikTok ou sur Instagram. Et là, par exemple, sur TikTok, je partage à chaque fois qu'il y a des records de température, des mois qui vraiment brisent des records, etc. Je le partage, c'est très factuel sur TikTok. Et j'ai un nombre de commentaires climato-sceptiques vraiment hallucinant. Là, j'en ai quelques-uns avec des gens qui disent les records sont faits pour être battus. Il y a des températures chaudes, c'est des cycles. Trop bien, j'ai hâte d'avoir des palmiers dans mon jardin. On veut l'été toute l'année. Et enfin, donc ouais, moi je le vois comme ça. Donc c'est pas un backlash qui est contre nos journalistes ou ce qu'on produit, etc. Mais c'est vraiment voilà quand on présente des infos très factuelles en disant voilà là on est en train de battre tous les records et c'est absolument dramatique, des gens qui ont hâte de se baigner en février, quoi. Mais tu m'as dit quand même que dans la rédac, tu as proposé certains sujets. Là, tu parlais de records de chaleur. Un autre sujet récent sur lequel tes collègues t'ont dit t'es sûr, tu veux publier là-dessus, ça peut être un peu chaud. C'est un sujet sur les chemtrails, il me semble. Donc ça, c'est un sujet plutôt c'est complotiste, quoi. C'est l'adaptation d'un papier d'un journaliste chez nous, qui est notre journée science, qui a fait un papier pour dire en gros pourquoi les chemtrails n'existent pas. Donc c'est les traînées que vous voyez derrière les avions dans le ciel. Il y a toute une sphère complotiste qui dit que ça sert à stériliser la population. À un moment aussi, ça servait à vacciner les gens contre le Covid. Enfin, il y a plein de choses. Et donc ça, oui, moi j'ai dit, moi je veux parler de ça parce que c'est hyper... on en parle beaucoup dans les sphères complotistes et sur TikTok, il y a une grosse commu complotiste. J'ai le journaliste qui a écrit ce papier qui m'a dit, t'es sûr? Je lui dis oui. Franchement, moi j'ai pas peur, on va y aller, quoi. Il m'a dit bon, écoute, tant que tu le sens, vas-y, mais en effet, ça peut faire un peu peur parfois. Et les réactions, du coup, ça a été de quelle teneur? Des réactions de complotistes, de dire non mais ça c'est de la bien-pensance, c'est pas vrai, il y a des études qui montrent que machin, tout ça, mais j'ai jamais rien eu envers moi personnellement pour l'instant. En plus, je suis une femme sur les réseaux sociaux, donc en vidéo ça peut être d'autant plus effrayant. Mais voilà, c'était des gens qui étaient dans leur idéologie et qui continuaient à être dedans, mais voilà. Ok. Luna, le boulot que tu fais avec l'équipe de Quota Climat, c'est un travail qui est aussi un travail d'identification qualitative, quels sont les discours, et quantitatif, quel est le volume de traitement. Vous, concrètement, chez Quota Climat, par rapport au traitement des questions écologiques et environnementales, l'évolution de ce traitement à l'aune de la crise agricole, à l'aune d'autres événements, comment est-ce que vous l'avez perçu? C'est quoi le backlash? Comment ça se manifeste? Alors, déjà, Quota Climat a 2 ans, donc on n'a pas non plus une vision historique très étendue, mais je peux répondre à cette question en 2 temps. Je trouve ça intéressant, en fait, de parler de backlash sur l'écologie, parce que si on définit l'écologie comme un
en fait comme une science qui donne des données objectives sur la dégradation des écosystèmes, c'est-à-dire l'intersection entre la crise du climat, la crise de la biodive, l'épuisement des ressources. Bon, bah, on a un socle factuel. Ok. Aujourd'hui, on parle de backlash ou de green blaming. En fait, on se rend compte que depuis environ la COP21, depuis qu'il y a une sorte de ce socle factuel, donc le consensus scientifique, bon, ça a été mis à l'agenda politique, médiatique. Donc, les acteurs ont dû commencer à se positionner. Et on a vu plusieurs sortes de réactions. Il y a eu le greenwashing, que vous connaissez, je pense, tous maintenant. C'est un peu les communications fallacieuses de la part des entreprises. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle, il y a green blaming ou alors scepticisme climatique, relativisme. Peut-être ça vous parle plus. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est imputer tous les maux, tous les torts à la transformation écologique. C'est-à-dire que ce serait la cause de l'endettement, de l'augmentation du pouvoir d'achat, les sacrifices personnels seraient trop grands de par les actions demandées par la transformation écologique. Donc ça, c'est ce qui est véhiculé par les médias. Mais après, en fait, à partir du moment où on part du constat que les médias sont des relais d'information, mais aussi des miroirs et des amplificateurs de faits sociaux, et que, en fait, ils ont aussi un rôle performatif sur l'acceptabilité de la transition socio-écologique, eh ben, ils peuvent aussi déformer les faits tels qu'on les perçoit. Et donc, ce backlash qui grandit énormément dans l'espace médiatique, on en entend de plus en plus parler, il est instrumentalisé par notamment certains partis d'extrême droite. Est-ce qu'il existe vraiment dans l'opinion publique? Et en fait, il y a quand même beaucoup d'études, notamment la Fondation Jean Jaurès, l'étude de la Fondation Jean Jaurès dont tu parlais. Il y a le baromètre de la transformation écologique qui est sorti il n'y a pas longtemps aussi, en fait, qui montre que, il y a un intérêt informationnel énorme et grandissant de la part des citoyens sur les questions écologiques, mais ça veut dire les causes, les conséquences, mais aussi les solutions. Et de deux, c'est une préoccupation politique. C'est-à-dire que, par exemple, quand on demande aux Français pourquoi est-ce que vous votez pour les élections européennes, il y a le pouvoir d'achat et le climat. Donc, en fait, la question du backlash, c'est une question de récit. Mais une fois qu'on creuse, on se rend compte que les gens, en fait, s'y intéressent. Mais aujourd'hui, on entend parler beaucoup des incendies et après de l'écologie punitive. Donc, il y a une idée de rejet. Mais voilà, en fait, ce qui est intéressant quand on traverse le prisme médiatique, c'est différencier les stratégies de communication et la réalité de l'opinion publique et de voir comment les médias peuvent, ça c'est nous ce qu'on défend chez Quota Climat, autant faire partie du problème, mais que de la solution, en essayant d'apporter de la nuance et de la complexité à tout ça. On va creuser pas mal de trucs que tu as évoqués là rapidement, mais il y a un chiffre qui est quand même assez frappant, en tout cas qui moi, me cogne et me laisse des bleus, Anne-Sophie et Léa aussi, je pense. Est-ce que vous avez une estimation, du coup, la couverture? C'est quoi généralement l'estimation de la couverture et des éléments de comparaison? Ah, il y a une petite polémique sur la source. Mais vas-y, Luna, je t'en prie. Oui, alors, depuis un an, Quota Climat a construit ce qu'on a appelé un baromètre du traitement médiatique des enjeux écologiques. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mesure la quantité de l'espace médiatique qui est dédié aux enjeux écologiques. Aujourd'hui, là je vous donne les chiffres précis, c'est 3,84% dans l'espace médiatique audiovisuel, donc ça veut dire radio et TV, sur les enjeux écologiques. Pour vous donner un ordre de comparaison, parce que 3,84%, c'est pas si clair que ça, au pic de la crise sanitaire, le Covid a occupé 75% de l'espace médiatique. Bon, c'est pas les mêmes enjeux, c'était une crise. Disons, la transformation écologique se bat pas à armes égales avec les crises conjoncturelles, parce que c'est pas de l'actualité chaude. Mais c'est pour dire que quand un sujet est dit important, il sature aussi l'espace médiatique. Il y a aussi l'exemple des punaises de lit, que vous avez, j'imagine, tous en tête, qui est un exemple récent. Donc voilà, aujourd'hui, on peut dire que c'est autour de 3-4%. Et encore, c'est tout l'espace médiatique. Je pense en disant ça à Anne-Sophie, avec qui on a bossé sur des formations de journalistes et où on a des chiffres dingos, comme par exemple les 0% de la matinale de RMC consacrée en 9 ans sur les questions de climat, sur la matinale de 8 heures de RMC, entre autres choses, et certains médias, y compris des médias régionaux diffusés à Bordeaux, que je ne citerai pas, qui ont des couvertures médiatiques de moins de 5% de leur pagination sur les questions écologiques et environnementales. Je me tourne vers toi, Anne-Sophie, parce que en tant que journaliste et en tant aussi que
penseuse, théoricienne, tu as écrit des bouquins sur le sujet, il y en a qui sont en vente, au passage. Voilà. Mais il y a tu as écrit des bouquins sur le sujet, tu as réfléchi à ça collectivement, tu disais, tu discutes aussi avec les consoeurs et les confrères, tu es co-initiatrice, co-rédactrice d'une charte pour un journalisme à la hauteur de ces enjeux. Tu es aussi formatrice. Donc toi, tu passes, d'une part, tu es journaliste, donc tu produis, mais tu passes aussi de l'autre côté, dans la machine. Et toi, en tant que formatrice, c'est quoi ton constat par rapport au backlash et au rapport des journalistes à l'intérieur? On parlera plus tard des mécaniques, mais le rapport des journalistes avec la question écologique et environnementale. Eh ben, il y a quand même eu du changement. Là-dessus, je ne peux pas dire qu'on est resté à l'état que j'ai pu constater auparavant quand j'ai décidé de devenir journaliste pour parler de ces sujets. Moi, c'était vraiment une décision vécue de dire on n'en parle pas assez. Si je deviens journaliste, ça sera pour traiter de ça. Mais il y a eu un moment de bascule, je dirais 2022-2023. En fait, quand on publie la charte, on est en septembre 2022. Radio France vient d'annoncer son tournant. Et là, il y a en effet une demande de formation qui commence à exploser. Alors, ma consoeur Sophie Roland avait déjà commencé à poser des jalons à France TV. C'est une ancienne de Cache Investigation, envoyée spéciale, et elle avait préparé le terrain, commencé avec France TV Université à proposer des choses. Mais là, il y a un engouement, et je pense qu'il y a un contexte qui fait que, même quand on rédigeait la charte, avec Vert, Reporter, tous les médias qui ont collaboré et des autres personnes qui étaient associées, on avait des coups de fil de TF1 qui appelaient en mode « Alors, vous allez sortir ça, mais est-ce que France TV est positionné? Qui va signer ?» Enfin, il y avait un effet moutonnier qui n'est pas étonnant. Et donc, il y a eu une sursollicitation. Donc, moi, depuis 1 an et demi, j'ai donné beaucoup de formations. J'ai formé des centaines de personnes dans la PQR, à France TV aussi. Mais je ne suis pas la seule et on est plusieurs à faire ça aujourd'hui. Donc, il y a cet engouement. Mais on a senti que ça s'est un peu ralenti. On l'a senti là depuis 5-6 mois, à se dire, après cet engouement, c'est comme si le soufflet commençait à retomber. Après, quand les formations se passent, ce sont soit des journalistes qui viennent sur une base volontaire, donc des personnes qui sont inquiètes, qui sont au courant, qui sont éco-anxieuses, qui ont des enfants, qui voient bien que leurs enfants les interpellent aussi là-dessus. Des journalistes qui sont quand même soucieux de bien faire leur métier et qui sont très contents d'avoir cette parenthèse pour se dire je vais me former, comprendre les enjeux, les ordres de grandeur, la manière dont je peux l'intégrer dans ma pratique journalistique. Donc ça, c'est toujours des moments très chouettes. Parfois difficile parce qu'après il faut retourner au travail après la formation et se rendre compte que le cadre est resté le même et qu'il va falloir pousser des choses pour aussi que la hiérarchie, la ligne éditoriale soit un peu faite différemment. Puis après on a aussi des journalistes qui viennent parce que maintenant c'est obligatoire dans certaines rédactions. Donc là, parfois on tombe sur des personnes qui n'ont pas vraiment envie d'être là, qui ont l'impression que vous êtes formateur, formatrice, forcément militant. Et donc, il faut être très habile, il faut souvent y aller avec beaucoup de douceur, mais en disant aussi les choses. Mais on a des pépites qu'on peut collectionner aussi au cours de ces formations, parfois de choses qui sont dites, qui font bien comprendre qu'il y a quelque chose de très profond dans les idées reçues, dans la manière de percevoir les choses. Et alors, tu parlais, Luna, de climato-scepticisme, etc. Moi, j'aime bien parler de climato-confusionnisme aussi. Mais dans mes formations, moi, typiquement, je passe toujours du temps. Alors, je parle du greenwashing parce que ça, c'est important. Et puis, c'est pareil, le greenwashing, c'est venu, c'est reparti. Il y a des cycles comme ça dans l'information, dans l'actualité, dans la prise de conscience. On oublie et on redécouvre des choses. Mais je passe du temps à leur parler des discours pro. C'est un discours et l'université de Cambridge a formalisé les 12 discours de l'inaction climatique. Et quand je montre, alors ce papier a eu énormément de succès, il a été repris sous forme de dessins assez rigolos, mais je vous invite à le regarder en ligne, il existe dans toutes les langues, il a été traduit, et donc je passe du temps à décortiquer certaines figures, mais même quand je fais ce travail de débunkage pour leur dire, en fait, en interview, sur un plateau, lors d'une interview, vous pouvez être face à une personne qui vous explique avant d'agir, nous, la France, c'est aux Chinois d'agir, ou alors que de toute façon, si on fait ça, ça sera une contrainte trop forte et que ça va peser sur les plus faibles. Enfin, ce type d'argument est très installé et c'est important quand on est journaliste de savoir que quand quelqu'un vous dit ça, en fait, ça paraît vraisemblable, donc c'est toujours ça qui est compliqué quand on fait du debunk ou du fact-checking. Toi, tu connais très bien ça, Sylvain. Et leur dire, quand on vous affirme ça, c'est faux. Et vous avez, en tant que journaliste, le devoir
de mettre ces personnes-là face à un fait accompli et du coup de les relancer ou de détourner en fait cette affirmation pour aller, voilà, c'est une habileté et quelque chose que vous devez avoir en tête. Mais même ça, quand je le présente parfois, il y en a qui me disent en fait tu nous fais peur, on a l'impression que tu es vraiment militante. À la fin, je leur dis non, je fais ça parce que vous devez vous acculturer aussi à l'ensemble de ces discours très ancrés dans la société voilà, la souveraineté alimentaire dont il parle, le pro-là, on l'a beaucoup entendu parler pendant la crise, les crises agricoles. Mais moi, je l'ai vu ressortir. Je me suis fait avoir un jour sur une conférence avec quelqu'un qui est d'un lobby intercéréales. Et c'était le début de la guerre en Ukraine et les décisions au niveau européen de commencer à détricoter les maigres avancées qu'on avait déjà sur l'agriculture bio. Et c'était exactement le discours, voilà, donc une personne qui représente le lobby céréalier, qui est dans l'agro-business, qui vous fait le petit discours « je suis fils et petit-fils de paysans » et on doit faire ça. Donc, je ne conteste pas le fait qu'en effet, il y a eu des progrès et qu'en effet, c'était important d'avoir une évolution sur ce front-là, mais c'est aussi des personnes très puissantes qui vous tiennent ces discours-là et qui, par derrière, ne font que protéger leurs intérêts. Et donc, là-dessus, notre devoir de journaliste, c'est pas de simplement relayer ce que dit la FNSEA, ce que dit le gouvernement, ce qu'on me sort parfois en formation quand même. Et là, je dis, non, notre rôle n'est pas d'être complaisant, c'est d'aller questionner ce genre d'affirmation et vous, d'aller chercher les faits et de montrer que ce n'est pas aussi polarisé que ça, comme certains veulent bien nous le faire entendre. Alors, on va maintenant se pencher sur les mécaniques, mais pour ce faire, je voulais vous proposer une autre journaliste, un point d'une autre journaliste, en l'occurrence, c'est une question ô combien pertinente en vidéo sur ce problème de comment est-ce qu'on fait pour que ça marche. Pour envoyer la vidéo. Alors Léa Salamé qui se demande pourquoi ça imprime pas. Je suis désolé pour cette petite séance d'autopsychanalyse d'une journaliste éditorialiste, mais finalement, la raison pour laquelle j'ai choisi cet extrait vers lequel tu as pointé Anne-Sophie pendant la préparation, c'est que finalement, ce qui est très drôle, c'est que on a là une journaliste médiatique sur ultra méga giga exposée qui a des heures d'antenne à elle toute seule, à des heures de très grande écoute, des équipes entières qui bossent pour elle et qui renvoie à des personnes la responsabilité du fait que ça n'imprime pas comme si elle était un cas général, alors que finalement c'est un cas courant dans la profession. C'est pour ça que je parle d'autopsychanalyse. Pourquoi ça n'imprime pas chez elle? Quand on a préparé, tu m'as dit, moi, les premières personnes à qui j'en veux, c'est les journalistes politiques, les journalistes éco et les éditorialistes. Bon, bah là, tu coches 2 cases. Pourquoi t'en veux à ses confrères et à ses consoeurs? Quand on s'en veut dans le sens où tu trouves qu'il y a une responsabilité de ce côté-là de la profession. Pourquoi? Mon constat est que, je le redis, hein, il y a beaucoup de journalistes qui sont très volontaires, qui veulent se former, qui ont compris ces enjeux-là. Mais les journalistes politiques, à part quelques-uns qui ont compris, enfin, j'écoute souvent Yael Gauze ou Thomas Legrand avant, je veux dire, je ne fais pas de généralité. Mais de manière générale, sur les débats qui touchent à ces questions, il y a des gens qui ne sont pas suffisamment informés, qui ne connaissent pas les rapports, qui ne connaissent pas les enjeux, qui n'ont pas la vision transversale qu'on a mis en point 1 de la charte pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique. C'est-à-dire que, quels que soient les sujets dont on parle aujourd'hui, il y a un lien avec ces problématiques d'enjeux climatiques, environnementaux et de survie de l'espèce, tout simplement. Et j'écoutais encore cette semaine, ou la semaine dernière, je ne sais plus, la matinale de France Inter, Domoran qui reçoit le responsable du Grand Continent, et il l'interroge en lui demandant si les écologistes sont responsables justement que ça n'imprime pas. C'est la même question qui est posée depuis toujours. Et sur l'économie, c'est pareil. On est enfermé dans un dogme de la croissance. Voilà, je suis économiste de formation. Donc, et quand on prononce le mot décroissance, on est forcément dans la case idéologie. Alors qu'aujourd'hui, moi j'ai des journalistes, hein, le mois paraît une fois dans la formation que je donne, et l'autre jour, il y en a un qui a, je sais pas, il est sorti de ses gonds. Et donc le lendemain, je suis venue en lui montrant des reportages de TF1 qui parlent de décroissance dans les entreprises. Et il fallait que je revienne en lui disant c'est une réalité aujourd'hui. Je ne suis pas là pour vous parler de discours, c'est pas mon métier. On parle des faits, de ce que disent des sciences, de ce qui se vit dans la société, parce que voilà, ça ne veut pas dire que c'est pas compliqué. Au contraire, ces sujets sont immensément compliqués. On parle juste de la voiture. Il y a des gens, enfin, les gilets jaunes. On peut parler des gilets jaunes, voilà, de l'acceptabilité sociale.
Et donc, la question des injustices sociales, pour moi, c'est ce qui a fondé mon engagement dans ces questions. Aujourd'hui, il est crucial de s'y atteler et de parler de la vie des gens telle qu'elle se vit, des contraintes, de la précarité, de l'inflation et du fait qu'en effet, ça n'imprime pas aussi pour ces raisons-là. Et quelqu'un qui ferait bien son travail en tant que journaliste éco irait aborder ces questions-là et faire de la transversalité. Et sur la politique, c'est pareil. Toujours jeter la responsabilité sur ceux qui défendent ces valeurs comme étant les principaux responsables de ça et ne pas savoir questionner justement ce qui n'est pas fait par les autres et ériger des figures, ça me fait sortir de mes gonds. C'est un problème. Il faudrait que ces gens-là soient mieux formés. Léa, Luna, sur cette question justement de ça imprime pas, et ces journalistes qui finalement sont rétifs et rétives à l'idée même d'intégrer l'écologie à leur traitement de l'actualité, qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que vous pensez? Alors Léa, tu es entourée de journalistes écologistes, donc du coup, enfin écologistes en question écologique, on va revenir sur cette question-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est aussi un truc que tu constates ou est-ce que tu vois une vraie différence en fait d'appréhension C'est vrai qu'à Reporter, nous on parle de tout ça depuis plus de 10 ans, quoi. Et en fait, on parle énormément des luttes. Moi, c'est ce qui a fait que j'ai voulu rejoindre Reporter aussi. C'est qu'on montre que les gens se battent et qu'il y a des victoires cool, et on montre que je sais pas, l'avenir peut être hyper désirable. On travaille beaucoup sur les imaginaires, donc c'est compliqué d'entendre ce genre de choses en disant moi ça imprime pas, en disant mais il y a des journalistes qui font super bien le boulot, quoi. Après je prêche pour ma paroisse, mais Je voulais juste rebondir un truc. Il y a un mot qu'a utilisé tout à l'heure Anne-Sophie, on va y revenir. Tu disais ça fait 10 ans que Reporter bosse dessus. Moi j'ai pigé pour Reporter il y a 10 ans déjà sur les gaz de schiste. Tu as dit un truc très précis et que je trouve intéressant ici, c'est on qualifie les gens de journalistes militants. Genre tu as les journalistes neutres. Et donc cette catégorisation, qui est une forme d'ailleurs de décrédibilisation aussi, est-ce que vous la vivez? Est-ce que toi des fois on te renvoie ça? Ou est-ce que tu as des consoeurs, confrères à la rédac qui te rapportent comme ça ces trucs de, en gros, on m'a envoyé balader en me disant journaliste militant, des consoeurs, confrères ou d'autres personnes? Moi, la première occurrence de cette histoire de journalisme militant, moi je suis sortie d'école de journalisme en 2021 et c'est une grande question quand on étudie en journalisme, c'est mais le journalisme engagé, le journalisme militant, moi je trouve ça hyper naïf de penser qu'il n'y a que des journalistes hyper neutres et que personne met son point de vue dans ses papiers ou dans ses vidéos, ce qu'il produit. En fait, nous, à Reporter, on est un média qui est engagé et en fait, j'ai presque l'impression que face à ce backlash, les gens savent qu'on bosse bien. Il y a énormément de gens qui se tournent vers nous, qui nous font confiance, en fait. Donc même cette étiquette un peu de journalisme militant, journalisme engagé, chez nous, je trouve que ça nous apporte plus du positif que du négatif. Après, il y a toujours des gens qui sont pas contents et qui veulent pas nous recevoir, mais c'est pas si dérangeant que ça. Je te confirme, moi, il y a plein de... Typiquement, c'est un sujet qu'on aborde aussi quand on fait du journalisme sur les questions écologiques et environnementales. Des fois, parmi les enjeux du journalisme, il y a le contradictoire. Il y a aller voir les gens dont on critique la démarche ou autre chose. Et en l'occurrence, pour un papier pour Reporter, pour anecdote, mais ça m'est déjà arrivé, encore récemment, sur un sujet que je ne citerai pas, on m'a dit, on ne vous répond pas parce que vous êtes un média militant, vous êtes un journaliste militant, sans me connaître, sans avoir lu un seul de mes articles. Est-ce que c'est un truc que toi, tu constates aussi, Anne-Sophie? Est-ce que tu as des consoeurs, des confrères dans d'autres médias qui ne traitent pas de ces questions-là et qui te disent non mais ça c'est un truc de journaliste militant Ça m'est arrivé beaucoup, mais ça m'est arrivé en 2010, 2011. Après, quand j'étais au Monde, j'avais une liberté folle, donc je passais les sujets que j'avais pas réussi à passer ailleurs. Et quand ça marchait bien, j'étais plutôt en train de me dire j'ai tapé juste. J'ai moins ce cas de figure-là aujourd'hui. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui a évolué. Et c'est pour ça que je te disais, en fait, le backlash, pour moi, je l'ai déjà observé à d'autres périodes. Pour moi, il y a eu des cycles comme ça. La séquence qui est là, c'était avant la COP 21, si je ne me trompe pas. Donc, c'était Demain et Terra. 2014.
2014, voilà. Donc on était juste peu de temps avant la COP 21. Mais moi, j'ai commencé, c'était 2009, c'était la COP 15 à Copenhague. Et là, il y avait Obama, Sarkozy, un engouement post-Grenelle de l'environnement. Et pareil, il y avait toute une société civile qui était en train de... Voilà, une jeunesse qui avait l'impression que c'était son moment, etc. Au début des réseaux sociaux, le greenwashing, on en parlait énormément. Il y avait plein d'associations qui s'étaient créées autour de ça. Copenhague est un échec. Tout s'effondre. Même dans le monde de la communication responsable, tous les copains qui étaient là-dessus m'ont dit, là, nos clients ont disparu. Et on est tombé dans ce cercle de l'apathie dont parle très bien Stéphane Foucard, où on oublie ce qui s'est passé, et puis c'est remonté. 2014, 2015, c'était à Paris, on se remet à parler de ces sujets. Là où, en fait, il y a 3 moments, l'habitude de les présenter comme ça, mais l'écologie, c'était un fait scientifique lointain, étudié, voilà, mais qui n'était pas encore chez nous. C'est devenu un fait social, et je dirais que c'est devenu un fait social, là, COP 21, et après les étés caniculaires, 2018, 2019, les marches climat, la démission de Hulot en direct sur une radio, quand même, qui a aussi bousculé pas mal de monde. Sur France Inter, en l'occurrence. Sur France Inter avec Salamé, qui c'est un moment de grâce, je crois. Et après, on est rentré, et là, c'est depuis 2 ans, vraiment, dans cette phase politique de l'écologie. C'est devenu un sujet politique. Et alors, on ne peut pas regretter ça. Moi, je suis contente que ça devienne un sujet politique. Ça veut dire justement qu'on rentre dans un moment de rapport de force avec des personnes conscientes de ce qui se passe. Et voilà, le seul problème, c'est qu'on a des peurs très fortes dans la société qui expliquent aussi la montée de l'extrême droite aujourd'hui, parce que c'est plus facile de se dire... Voilà, restons sur ce qu'on connaît parce que l'inconnu fait peur. Donc, ça va être très violent. Enfin, ça va aller de plus en plus. Et les problématiques climatiques vont en plus renforcer les vulnérabilités. Donc là, on est dans un moment, moi, que je trouve personnellement très inquiétant. Et j'ai oublié le début de ta question. C'est pas grave. Mais c'était une très bonne réponse. La question n'avait pas d'importance. Je voulais conclure, mais j'ai oublié la question. Je voulais du coup me tourner vers Luna. Donc, toi qui regardes ça de l'extérieur, Cota Climat, je disais, a une analyse à la fois quantitative mais aussi qualitative. C'est quoi les problèmes qui se posent du point de vue de Cota Climat dans le traitement? Vous regardez, j'aimerais bien que vous explicitiez ce regard à un moment, mais on le fera après. On discute souvent. Est-ce que vous discutez souvent? Voilà, mais c'est intéressant parce que Cota Climat regarde du dehors avec une certaine idée de ce que devrait être le journalisme écologique. Anne-Sophie, moi et Léa, on est à l'intérieur, donc on sait dans quelles conditions ça s'exerce. C'est aussi le sujet de notre échange. Mais concrètement, c'est quoi les modalités par lesquelles finalement le traitement journalistique rate sa cible, voire carrément bousille le sujet, voire mine le terrain et finalement contrevient à l'urgence, à l'impératif de réfléchir à les questions écologiques? Alors... tu peux faire une réponse plus courte que ma question. Non, mais c'est passionnant. Donc, pour revenir juste sur Cota Climat, c'est vrai que donc nous, on a une posture qui est analytique. On a une posture extérieure. Donc, on se présente en tant que vigie citoyenne. Et donc, on rappelle qu'on n'est pas journaliste. C'est juste important de le dire. Après, on a des échanges assez soutenus avec beaucoup de rédactions. Donc, c'est vraiment une sorte d'opposition, enfin, disons, de confrontation constructive. Voilà, je voulais juste rappeler ça. Sur les carences quantitatives et qualitatives qu'on observe et qui permettent à la mésinformation ou au confusionnisme, j'aime bien ce mot, en vrai, je le reprendrai si tu me permets, de circuler encore. On en a parlé, des qualitatives notamment, il y a l'amalgame entre le journalisme sur les faits environnementaux et le militantisme. Aujourd'hui, on pourrait presque retourner la question et demander si omettre les variables environnementales, c'est pas du militantisme, à l'inverse, c'est pour un autre modèle qui soit aussi autant politique. Il y a la confusion faite entre faits et opinion, avec beaucoup d'éditorialistes, notamment sur les plateaux, qui se présentent comme des experts. L'Arcom s'est présenté là-dessus. Tu as des exemples précis à donner pour illustrer un petit peu ça? Je pense à quoi? Il y a notamment le plateau de CNews sur lequel, avec Pascal Praud et ses experts, sur lequel l'Arcom s'est prononcé suite à la plainte de RSF. C'était il y a à peu près 1 mois. Et en fait, c'est un plateau qui est presque exclusivement composé d'éditorialistes et qui, en fait, amène des chiffres et en fait, disons, présente leur expertise avec une autorité qui n'est pas du tout amenée avec de la transparence, donc qui peut provoquer beaucoup de confusion quand on regarde ça de manière répétée.
Alors, sur les carences qualitatives, nous on relève aussi beaucoup la sémantique qui est problématique, en fait, des mots qui sont soit dénués de leur substance ou en tout cas déformés. Il y a les visuels aussi qu'on utilise. Aujourd'hui, par exemple, pour parler des canicules, nous, c'est ce qu'on a relevé, par exemple. Un petit exemple, il y a eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, une canicule à Rio de Janeiro, au Brésil, il y a à peu près un mois. C'était de l'ordre des 50 degrés, il faisait très très chaud. Et le seul visuel qu'on a vu sur toutes les plateformes de presse écrite, c'était des plages bondées. Alors l'idée, c'est pas de dire il faut montrer du feu dans les forêts partout, mais c'est de montrer aussi la réalité sanitaire, économique, sociale que ça peut engendrer aussi, et qu'on ne baigne pas dans une sorte de déni un peu confortable tous et toutes. Bon, il y a la question de la formation des journalistes dont on a parlé, il y a les biais socio-économiques de l'ensemble des rédactions et notamment des dirigeants de rédaction qui peut infuser dans le traitement. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre qualitatif. Et ça, c'est la question de la représentation. Ensuite, il y a le quantitatif. Au début, je pense que c'est un peu dur de comprendre pourquoi c'est important. Mais en fait, c'est la question de l'exposition répétée. Aujourd'hui, je vous disais, c'est 3,84%. Donc ça veut dire c'est vraiment très peu. Mais quand vous écoutez, j'imagine certains sont assez intéressés, donc écoutent certains médias qui en parlent relativement bien ou beaucoup. Il faut savoir que nous tous et toutes, on a un ou deux médias de référence. Donc il y a certains médias qui augmentent et qui le font de manière volontarisme suite à l'adoption de chartes d'engagement volontaire. Et ça, c'est vraiment un progrès. Le problème, c'est qu'il y a un fossé qui se creuse et qui est grandissant entre certains médias de référence. Et donc, avec un risque de polarisation qui grandit aussi, donc, comme ce qu'on peut observer aux États-Unis. Et comme ce que tu disais, en fait, avant, c'était plus une sorte de débat entre scientifiques, entre je nie complètement le consensus scientifique et la réalité du changement, du dérèglement climatique, et les scientifiques de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est plus le confusionnisme, le relativisme, le contre-alarmisme, voilà. Et alors, tout ça pour dire que oui, que sur certains médias, en fait, il y a une exposition tellement répétée. Par exemple, Sud Radio en est un. J'allais te le demander, mais... Oui, c'est ma petite pépite à moi, parce que je saisis souvent l'ARCOM pour alerter sur les... c'est terrible, c'est une question d'intérêt public. Vraiment, il n'y a rien de... C'est vraiment sur du factuel. En gros, ils invitent des climato-sceptiques et des climato-relativistes. Le dernier en titre, c'était Rémi Prudhomme, le 26 mars, dans l'émission de André Berskoff. Cet homme a écrit des livres comme L'idéologie du réchauffement, qui parle d'une science floue et douteuse pour parler du changement climatique. Aujourd'hui, c'est factuellement faux. Et ça ne devrait pas être dans les médias traditionnels que des citoyens peuvent consommer, et une information qui alimente, par exemple, leur vote ou leur orientation politique. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de regarder autant la quantité que la qualité, parce qu'il y a une question de représentation, il y a une exposition qui est répétée et qui vraiment permet de construire notre grille de lecture du monde, et dans lequel l'écologie est de plus en plus vue comme une idéologie et pas comme un fait scientifique. Je voulais évoquer un autre biais, une autre contrainte forte, c'est la question des canaux. Si tu es là, Léa, c'est aussi parce que tu as ce point de vue particulier, et qui est d'autant plus particulier et nécessaire que c'est le canal spécifique et privilégié pour les jeunes générations, donc les électrices et électeurs de demain, citoyennes, citoyens en devenir. TikTok, Insta, tu m'avais parlé de la contrainte que constituait le canal en lui-même. Est-ce que c'est plus difficile d'évoquer les questions écologiques, et qui évoque les questions écologiques sur TikTok, Insta, les réseaux de consommation privilégiés par les, disons, moins de 25 ? C'est vrai que du coup, moi je suis arrivée à Reporter pour m'occuper de la vidéo, et la vidéo sur les réseaux, là, il n'y a pas très longtemps. Du coup, on se lance, donc n'hésitez pas à nous suivre, ça fait plaisir. Et c'est vrai que du coup, quand je suis arrivée en me disant, quels sont les autres médias qui font de la vidéo sur l'écologie, sur les réseaux, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 2 ou 3 en plus de Reporter. Et sur Instagram, ça se fait un peu plus, mais alors sur TikTok, c'est en effet vraiment compliqué, parce qu'on arrive sur une appli sur laquelle les gens vont pour faire du divertissement. Alors, ils apprennent... il y a quand même des trucs aussi hyper intéressants sur TikTok.
C'est pas juste maintenant regarder des gens danser. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant d'y aller parce qu'en effet, c'est là où aussi il y a beaucoup de... je parlais de complotistes, climato-sceptiques et tout. Donc c'est très intéressant d'y aller, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver la manière de s'imposer entre guillemets dans les flux des gens, parce que c'est comme ça que ça marche sur TikTok, hein. Il y a un flux de vidéos et il faut que l'algorithme il nous mette dans les flux des gens et que les gens restent assez longtemps pour que l'algorithme se dise tiens, ça c'est intéressant, donc je vais le montrer à plus de gens. Et donc c'est difficile d'arriver entre guillemets en concurrence avec des gens qui font des hauls pour montrer les derniers fringues qui se sont achetés, ou alors qui font des vidéos un peu plus divertissantes en disant moi je vais te parler d'un sujet sur l'écologie et d'information, quoi. Et tu me disais qu'il y avait un effet aussi qui était important dans ces questions de référencement, c'est que ce qui pousse le référencement, c'est les coms. Donc quand vous recevez des coms climato-sceptiques, ça vous fait remonter. Donc en un sens, ça joue en votre faveur. Mais c'est comment tu t'en sors de ce truc-là? C'est-à-dire que comment tu te fixes des objectifs par rapport à toucher de nouvelles audiences quand ce qui te fait monter, c'est la critique? Ouais, alors c'est vrai que sur TikTok en particulier, ce qui fait que du coup les vidéos sont... Donc en fait sur TikTok, quand on upload une vidéo, d'abord TikTok va la donner à un panel d'une centaine de personnes, voir comment réagissent ces personnes-là. Et si elles réagissent bien, elle va être montrée à plus de gens, etc. Et le but en effet des plateformes, c'est que quand même nos vidéos et nos contenus soient vus par des gens. Et ce qui fait que les vidéos sont quand même énormément boostées, notamment sur TikTok, sont donc les commentaires. Et en fait, c'est vrai que sur notre TikTok, les vidéos qui ont le plus fonctionné sont des vidéos avec, donc je parlais des records, la vidéo sur les records de chaleur, où il y a énormément de commentaires climato-sceptiques. Mais en fait, du coup, vu qu'ils commentent, l'algorithme de TikTok se dit tiens, c'est marrant, cette vidéo, elle génère de l'intérêt chez les gens. Du coup, ça monte un peu plus la vidéo. Donc, ça fait que la vidéo est montrée à plus de gens. Donc, c'est pas forcément que les commentaires négatifs, parce qu'après, on a aussi beaucoup de vidéos dans lesquelles les gens se bataillent dans les commentaires, et c'est le jeu des réseaux sociaux, hein. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous défendent. Là, on a publié une vidéo, c'est un extrait du podcast que fait Hervé sur les grands entretiens avec Claire Nouvian, où elle parle de comment est produit le saumon qu'on mange dans notre assiette. Et donc ça, les gens ont aussi beaucoup commenté parce qu'ils étaient hyper choqués du fait que... Enfin, ils ont appris que, en gros, le saumon qu'on consomme, il est produit dans des fermes et qu'en fait, les saumons des fermes sont nourris avec de la farine qui est faite de petits saumons, de petits poissons qu'on va pêcher jusqu'en Afrique et qui met super à mal des économies de villages vivriers et tout ça. Donc, c'est une relation au commentaire qui est un peu particulière. Tu parlais là à l'instant de saumon, de nourriture. Non, mais c'est pas pour reparler de bouffe, hein. Mais il y a un fait que vous avez relevé les unes les autres, effectivement, c'est qu'il y a quand même ce truc on parle de changement climatique, un tout petit peu, et il y a certaines choses dont on ne parle pas du tout. On parlait là des PFAS, santé environnementale, on n'en parle quasiment pas. Est-ce que vous avez une explication à pourquoi est-ce que, Anne-Sophie, peut-être... Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces sujets qui sont pourtant d'intérêt général, qui engagent la santé, l'éducation, les inégalités? Tu en parlais. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui est grippé derrière qui empêche d'enchaîner sur un truc qui est pourtant aussi essentiel? L'argument traditionnel, c'est de dire que ça ne fait pas d'audience. Et c'est vrai, d'une certaine manière. Ça capte moins notre audience. Donc le défi est de savoir comment en parler pour capter l'attention dans un monde que vient très bien de décrire... parce qu'on a du divertissement à gogo et que c'est cette culture du vide dont on entend beaucoup parler en ce moment, où on produit du rien et on est un peu perdu. Moi, c'est pour ça que depuis les travaux que j'ai menés sur ces sujets, j'ai décidé de faire plus d'éducation média et d'expliquer que ce qu'on mange, c'est la même chose par rapport à l'alimentation et la nourriture intellectuelle qu'on a quand on s'informe. C'est à peu près la même chose. Donc, il y a des phénomènes d'infobésité et puis il y a ceux qui ne s'informent plus, qui font de la médianorexie. Et dans tout ça, on est pris dans des points de vue très polarisés et on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait pas ce que c'est que la nuance, qu'un propos nuancé. Et on subit souvent son régime informationnel. On a des habitudes qui nous viennent depuis l'enfance. On a des notifications par défaut sur un téléphone qu'on a acheté via Google.
Et on est abreuvé comme ça, il faut faire un effort pour se sortir de cette logique-là et choisir en conscience des supports et se dire c'est quoi une bonne information pour moi, pour mon boulot, pour la société. C'est quoi être bien informé? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de se divertir. Ça veut juste dire qu'on peut regarder n'importe quelle émission de divertissement et se dire je me vide la tête quand on a envie de s'informer. Donc c'est très important de faire ce distinguo. Mais concernant ces questions d'écologie, elles ont tendance à faire peur. Moi j'ai même eu des étudiants il y a quelques années qui me disaient quand je vois un grand papier du Monde d'investigation où je vais apprendre quelque chose comme ça, j'ai pas envie d'y aller, quoi. J'ai peur d'avoir peur, en fait. Et c'est des sujets aussi qui sont anxiogènes. Donc c'est pour ça aussi que dans la pratique journalistique, c'est important aussi parce qu'on a saucissonné ces sujets. Il y a eu la phase où on parlait que des causes du changement climatique. Après il y a eu la phase où on parlait que des conséquences. Et là on va en urgence traiter un événement climatique, météorologique. On n'a pas fait pendant longtemps la distinguo entre météo et climat. Ça a changé. Maintenant, l'attribution est quand même une science qui s'impose et les journalistes savent maintenant en parler quand il y a un événement. L'attribution, juste pour les gens qui connaissent pas la notion. L'attribution, c'est les climatologues qui estiment quand voilà, ce qui s'est passé dans le Nord-Pas-de-Calais ou là en Bretagne, voilà, est-ce que ces tempêtes ont été rendues plus favorables par le changement climatique ou est-ce qu'elles s'inscrivent dans un cycle naturel? Donc typiquement pour éviter le discours de Pascal Praud qui dit que c'est... donc ça, c'est rentré dans les mœurs. Puis après, on a eu la phase du journalisme où on ne parlait que des héros de la planète. Et c'est Jean-Baptiste Combi qui voilà, a été le premier à justement faire un peu ce que vous faites avec le baromètre, à analyser ça. Il disait, on a saucissonné ce traitement de ces enjeux et du coup, on l'a dépolitisé. Et c'est ça que la transversalité vient questionner en disant... C'est un sujet de société qui va questionner des choix que l'on doit faire en tant que citoyen. Il y a des interdépendances phénoménales et donc on doit réimpulser ça. Et donc il faut savoir, dans nos pratiques, arriver à en parler et en parler bien. Donc c'est vrai qu'il y a différentes techniques aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux pour capter l'attention. On va faire de l'humour, voilà, il y a pas mal de formats un peu punchy, un peu cutés qui vont permettre de bien le faire. Mais c'est important pour moi. On peut aussi faire de très beaux reportages de fonds d'investigation qui vont parler des dysfonctionnements et derrière apporter des réponses sur comment la société aujourd'hui développe des réponses à ça, qu'elles fonctionnent, qu'elles ne fonctionnent pas, mais documenter ça aussi. Parce que c'est une façon de dire on n'est pas obligé de rester dans l'impuissance et on peut retrouver du pouvoir d'agir à cet endroit-là. Et ça, c'est très important. Tu évoquais à l'instant l'idée qu'il faut repolitiser tout ça, le remettre, alors repolitiser pas forcément d'un point de vue partisan, mais le remettre dans le débat public, collectif. Il y a des médias qui tentent le coup et il y a des médias qui vont carrément à balle avec de la vidéo et ce sera notre troisième et dernier extrait. The alternative is to become a spacefaring civilization and a multi-planet species. Which I hope you would agree that is the right way to go. I want to thank every Amazon employee and customer because you guys paid for all this. A sustainable city with zero emissions that tackles the big urban challenges faced by the world. Oppidum creates underground living spaces. Whatever is happening in the world outside, you can rest easy. Je veux que dès la 6e de cette année, qu'on commence à avoir des élèves qui plantent des arbres. On fait du compost à l'Élysée. On va aussi commencer un système de récupération des eaux pluviales. Pascal Praud, Léa Salamé, Emmanuel Macron, nous ne vous aurons rien épargné, je m'en excuse encore. Donc ce petit clip, c'est un clip de la campagne d'un média qui se lance avec notamment des anciens et anciennes de Socialterre, qui s'appelle Fracas, et qui est un média qui assume de manière frontale le rapport de force écologique. J'ai récemment vu une vidéo de grande qualité que je vous conseille, qui a été diffusée le 1er mai sur Blast, sur l'histoire des LIP, la lutte des LIP. Et il y avait un moment très intéressant où était rappelé que durant cette lutte sociale, qui était autour de mai 68, cette réappropriation de l'outil de production, eh bien, était né un média qui s'appelait Libération et qui avait avoué dans son équipe que la lutte des LIP et le suivi de la lutte des LIP avait constitué un accélérateur pour ce média-là, avait constitué une condition d'émergence d'une voix nouvelle pour parler finalement de cette lutte qui avait trouvé son public en parlant de cette lutte. Et du coup, alors on va rentrer direct dedans, hein, est-ce qu'il faut radicaliser le traitement médiatique parmi les solutions possibles? Est-ce que
parler de manière plus frontale, c'est une solution. Peut-être notre extérieur, entre guillemets, à notre visiteuse, Luna. Donc parler des solutions de manière plus frontale, c'est ça? Est-ce qu'il faut politiser au sens de radicaliser le propos et s'inscrire dans des luttes plutôt que ne faire que parler des questions environnementales pour avoir un journalisme plus efficace et à la hauteur de ces enjeux? C'est une bonne question. Je pense que, nous, c'est une question notamment qu'on s'est posée quand on développe l'observatoire. Donc, ce que je disais, c'est on développe un baromètre donc qui va permettre de mesurer la quantité et catégoriser, disons. Juste pour revenir sur ce qu'on disait sur les solutions dont on parle, en fait, on remarque vraiment qu'il y a un effet loupe. C'est-à-dire que, par exemple, dans le discours médiatique là, sur les 20 dernières années, on a parlé 2 fois plus du nucléaire que de l'éolien. Et quand on regarde, en fait, avec les nouvelles technologies, et notamment l'IA, on peut mettre de l'analyse de sentiments, ça s'appelle. Donc, voir si on en parle de manière positive ou négative. En fait, on se rend compte que 80% du temps, quand on parle des énergies renouvelables en France, c'est sous l'angle des contestations sociales, donc négatif. Donc, ça va être intéressant aussi de voir comment se structure le débat médiatique de manière dézoomée. Alors, sur la manière d'améliorer, en fait, je pense que le traitement médiatique des enjeux écologiques, il a plein de spécificités, notamment dans les médias traditionnels, parce qu'on parlait des réseaux sociaux avant, qui est une bulle à part. En fait, on parle beaucoup de transversalité. Pour moi, il y a des enjeux de quantité, de qualité, de transversalité et de réduire la dissonance. Donc, c'est-à-dire entre les contenus éditoriaux, mais aussi entre les contenus éditoriaux et la publicité. Juste pour être précis, quand tu parles de dissonance, c'est-à-dire en gros ne pas avoir un truc sur la lutte par exemple contre les émissions de gaz à effet de serre et les trafics dans l'industrie automobile et en face une pub pour une bagnole. C'est ça. Par exemple. Ouais, exactement. La terre au carré et puis après on vous invite à voler à Dubaï. Enfin voilà, c'est un peu ce genre de... Si vous écoutez le podcast, c'est ce à quoi on vous invite effectivement. Oui, non mais ça arrive qu'on reçoive des messages comme ça, donc oui c'est courant. On en parlait au téléphone, mais ce qu'on dit théoriquement, c'est que je ne pense pas que ce soit souhaitable que tous les médias deviennent des médias spécialisés. L'idée, c'est que l'écologie ou les enjeux environnementaux, on l'appelle comme on veut, mais en gros, la réalité de la dégradation du climat, de la biodiversité et des ressources, en intersection avec la justice sociale, les enjeux de justice sociale, deviennent aussi une grille de lecture. Donc, des sortes de nouvelles lunettes aussi, pour voir une réalité qui évolue. Et je pense pas qu'il y a une solution miracle. Oui. Je finis juste là-dessus. On rencontre pas mal de rédactions. On a été, on parle beaucoup avec des journalistes en France, mais on a été en Belgique, on a été en République tchèque, et on se rend compte qu'il y a plein de méthodes qui sont utilisées pour faire avancer. Ouest France, ici en France, a des pratiques intéressantes. En Belgique, il y a Le Soir, on pourra revenir dessus. Mais voilà, c'est une manière d'avancer qui permette de l'intégrer dans les analyses journalistiques sans crainte ni favoritisme, je dis toujours, avec le plus de transparence possible, tout en respectant les principes de la Charte de Munich qui dirige le travail journalistique depuis longtemps. Voilà. Merci Luna. Alors, Anne-Sophie, on porte toutes les deux ces lunettes de journalistes écolos qui voient de l'écologie partout. Tu m'as dit, en préparant, ce rapport de force, il faut l'assumer. Comment ça se traduit dans le traitement? Il y a d'autres solutions, mais pour l'instant, pour vraiment parler du traitement journalistique, comment ça pourrait se traduire pour toi, un journalisme en quoi ça pourrait être une solution d'avoir un journalisme plus engagé, plus qui assume ce rapport de force? J'ai pu en parler avec Philippe, là, qui porte un des cofondateurs de Fracas. Je l'ai longuement interviewé. Et lui me disait, c'est Sainte-Soline, en fait, qui l'a un peu bousculé, parce qu'il l'a vécu, mais il m'a dit, je m'en suis sortie sans être émotionnellement trop perturbée. Mais là où il a fait tilt, c'est quand il a vu le traitement médiatique de l'événement. Donc il a été sur place, il a été sur le terrain, il a constaté des choses, et quand il a vu le traitement médiatique, il m'a dit là c'est plus possible en fait. Là, on est en train de vivre quelque chose qui est terrifiant, et donc on ne peut plus continuer à faire comme si ça n'existait pas. Et j'en avais parlé aussi avec Hervé un petit peu de ces rapports de force. Ce sont des luttes. Alors, je pense que c'est plus facile pour des médias qui traitent ça de manière spécialisée.
parce qu'on sait où on met les pieds, et qu'il y a un engagement, qu'il y a une ligne éditoriale très claire. Et quand c'est affiché comme ça, l'engagement du média, en tant que tel, on sait à quoi s'attendre quand on... Voilà, Blast est un peu comme ça aussi. Ce sont des médias, pour moi, qui sont très engagés, qui assument cet engagement, et c'est un gage aussi de confiance avec son public. Et donc, expliquer les choses, mais en faisant rigoureusement bien son travail, c'est-à-dire toujours chercher aussi à avoir du contradictoire ou des réponses en face, me paraît utile. Je pense que Fracas, ce qu'ils vont aller essayer de faire aussi, c'est d'expliquer l'ensemble des pensées de l'écologie politique et de donner aussi une grille de lecture sur ces différents courants de pensée, la manière dont ils sont structurés, comment ils influencent aussi tout ça. Donc c'est aussi une forme de pédagogie grand public qu'on peut impulser de cette manière-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec Le Monde. J'en parlais avec Foucault récemment, et Foucault me disait, bah oui, nous on dit les choses, on fait notre travail, mais on ne peut pas dire les choses de manière aussi frontale pour le coup, parce qu'on reste Le Monde et qu'on a un public différent qui n'est pas un public forcément déjà conquis. Et dans les études que j'ai pu faire auparavant voilà, sur ces sujets, il y a différents types de publics, et un média très spécialisé va s'adresser à un public qui n'est pas forcément novice, et donc du coup qui va aller chercher des informations très spécifiques et plus voilà. Mais on peut aussi perdre du public à être trop dans ce rapport de force tout de go, donc il faut aussi soigner la pédagogie, des approches comme ça. Et ce que j'ai pu constater, il y a une étude qui est sortie il y a 1 an par l'Université de Lausanne qui disait relayer les informations scientifiques, donc les rapports scientifiques, ne permet pas aujourd'hui de sensibiliser les gens. Et donc là, moi, c'est là que je me suis posé des questions en me disant, bah, tous les jours, on reçoit des rapports scientifiques, on fait des papiers là-dessus, on documente la science, mais la science elle-même est malmenée aujourd'hui. Cette institution scientifique, certains la remettent en cause, mais frontalement pour le coup. Il y aurait la bonne science et la mauvaise science. Ça, c'est aussi très bien raconté dans Les Gardiens de la Raison. Le livre de Foucault, Aurel et Sylvain Laurence. Donc, c'est un livre, voilà, un gros pavé, un peu ardu, mais qui explique très bien ces mouvances entre... et donc, comment amener un sujet et bien l'amener en mêlant sensible et savant. C'est-à-dire partir du vécu et impulser là-dedans aussi ce que l'on sait de ce qu'on documente. Et ça, c'est pour moi important aussi de savoir faire ce type de choses. Justement, Léa, quand on préparait, toi, les solutions, elles se trouvent aussi dans un changement de mode de traitement, mais qui ne va pas forcément vers l'engagement, qui aussi vise un public plus large que les gens déjà convaincus. Hein. C'est un des gros problèmes qu'on a sur la question écologique, généralement. C'est quoi les formats, toi, où tu as vu un mode qui apparaissait marcher, notamment par des grands médias, d'ailleurs? Tu me parlais... Ouais, moi, ce que j'ai très envie de développer à Reporter, et ce que je vois même fonctionne très bien maintenant, c'est vraiment le témoignage. Quand voilà, il y a des gens qui nous expliquent, par exemple, là, on a sorti un papier sur une famille qui vit avec 2 tonnes d'équivalent CO2 par an. Et ça, j'aimerais beaucoup les faire venir en vidéo à Reporter pour voilà, avoir une famille classique qui explique à les gens qui sont derrière leur téléphone qu'on peut vivre à 2 tonnes d'équivalent CO2 sans vivre comme un Amish, quoi. Donc, je pense que le témoignage, c'est hyper intéressant parce que ça parle... en fait, ça nous parle, quoi. Moi, je vois... ce qui marche très bien en vidéo sur les réseaux sociaux, c'est du brut, c'est du combini, c'est du fast cam avec des gens qui racontent leur expérience personnelle, qui derrière peut raconter quelque chose de plus grand. Et je pense d'autant plus en écologie où l'idée c'est de montrer aux gens que voilà, il y a un autre imaginaire qui est possible, que faut sortir aussi un petit peu de l'abattement général aussi. Tu disais voilà, il y a des gens qui disent ah non mais moi quand je vois un papier, j'ai trop peur de le lire parce que j'ai trop peur de ce qui arrive, quoi. Il y a plein de gens qui sont encore dans ce stress-là. Donc montrer qu'un autre projet aussi peut être vraiment beau, et je crois que c'est ce qu'on fait aussi sur Reporter depuis pas mal de temps. Luna, tu voulais dire un truc? Ouais, mais je suis totalement alignée sur ce que vous venez de dire, et surtout le mot témoignage. Il y a la phrase de Pierre Rabhi qui dit témoigner mais pas convaincre. Bon, en fait, je suis d'accord avec ça dans le sens où je pense qu'il faut diversifier les messagers et les messages pour élargir le public, faire fleurir les imaginaires, tout ça. Mais parfois, j'ai peur que ça dépolitise aussi la question environnementale, et qui est profondément, enfin,
écologique du coup profondément politique parce qu'il y a un rapport de force, parce que c'est à l'intersection de oui la gouvernance, l'économie, les luttes sociales et tout ça. Et je pense que il faut combiner les deux, mais juste pas oublier cette dimension politique-là, et notamment que porte beaucoup le journalisme d'investigation, qui est du coup mise à mal, comme on l'a dit en début d'émission, en France pour le moment. Et c'est quelque chose pour lequel il faut se mobiliser et pas perdre son intérêt. Il nous reste malheureusement très peu de temps. J'aimerais aborder avec vous rapidement les questions de solutions institutionnelles. Donc, comment changer la société? Alors, non pas en changeant le public, mais en changeant la politique. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour tout ça? Je me tourne, ne pose pas le micro parce qu'il y a une proposition. Il y a Quota Climat est porteur de quelque chose, d'une réforme en la matière. Est-ce que tu peux en parler? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous disais, Quota Climat, on est une association, on a plusieurs leviers d'action parce qu'on a une approche très systémique. Donc on se dit, l'objectif, c'est d'interpeller sur les réseaux sociaux pour informer les citoyens, mais aussi on fait un plaidoyer national avec l'angle de la réglementation. L'objectif, c'est un encadrement réglementaire sur le traitement médiatique des enjeux écologiques. Donc on a co-rédigé une loi avec l'Institut Rousseau. Il y a 1 an et demi, il y a des journalistes qui ont pu collaborer, des experts du climat, des experts du discours aussi. Il y a un groupe de députés transpartisans qui travaillent dessus depuis presque 8 mois maintenant. On espère que le texte va passer à l'Assemblée. Et le contenu de cette loi, parce qu'on a vraiment très peu de temps. Oui, pardon, je me dépêche. Donc l'objectif, c'est vraiment encadrer. Donc ce serait de donner un mandat écologique à l'Arcom. Donc, le régulateur des médias audiovisuels, exactement. Pousser la formation des journalistes. Il y a aussi une question de mettre une gouvernance, donc cet observatoire des médias sur l'écologie. De aussi rendre plus contraignants les contrats climat, c'est-à-dire les engagements climatiques de la part des médias. Voilà, plein de choses pour un peu mettre des garde-fous démocratiques pour garantir une information de qualité sur les enjeux environnementaux. Anne-Sophie, de ton côté, ce serait quoi pour toi des mesures politiques au sens collectif, dehors des médias même, qui pourraient aider à aller dans le bon sens du traitement des questions écologiques? J'attends de voir ce que vont donner les états généraux de l'information. Je ne suis pas très optimiste. J'attends de voir. Voilà, je suis curieuse de voir ce qui en ressort. Mais moi, je m'inscris dans la lignée des travaux de Julia Cagé sur l'information est un bien public, où elle fait un certain nombre de propositions pour dire, voilà, les lois qui encadrent aujourd'hui le fonctionnement des médias en France sont caduques. On doit les remettre à plat, les restructurer de manière à avoir une pluralité de médias. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on constate quand on voit l'empire Bolloré, quand on voit ces grands milliardaires qui achètent ce qu'ils veulent et qui du coup font ce qu'ils veulent à peu près ensuite. Pas partout, je veux pas faire une généralité, mais c'est souvent le cas. Et là, de plus en plus, on le voit avec CNews ou autres, ça questionne. Et donc, en effet, le monde a changé. On a Internet, on a une multiplicité de bouches médiatiques. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, moi, c'est ça que j'attendrai. Et Léa, de ton côté? Moi, je pense que je n'ai pas grand-chose à rajouter de plus que ce qu'ont dit les filles. Donc, il y a un truc que tu me disais et sur lequel vous avez toutes les trois insisté, c'était dire que l'écologie est un sujet important et le répéter sans cesse. Pour toi, c'était un peu le truc central pour que ça marche, quoi. Oui, c'était ça. Et puis après, personnellement aussi, en tant que journaliste à reporter, ça va être continuer de faire de la pédagogie et de la vulgarisation, quoi. Parce qu'en effet, quand on voit que le chiffre, pour revenir au chiffre que tu disais au début, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent toujours pas que le réchauffement climatique est d'origine humaine, c'est hyper important de continuer à faire de la vulgarisation et de la pédagogie. Voilà. Très bien. On a le temps. Pour une question, alors, une question dans la salle peut-être. Est-ce qu'il y a un micro qui circule? Oui, monsieur. Alors, attendez, du coup, je ne sais pas si... Hop, Juliette de Médiane, merci beaucoup. Alors. Oui, j'avais assisté il y a 1 an à l'IJBA à la démonstration d'Anne-Sophie Novelle sur la formation des journalistes. Et ce qui semblait d'ailleurs assez optimiste, c'est qu'elle était transversale, c'était que ce ne soit pas des journalistes spécialisés. Après, ce qui est dit là aujourd'hui est plus compliqué qu'il y a 1 an, du coup un peu moins optimiste. Moi, la question que je me pose, en fait, et sur une autre échelle, ça a été aussi évoqué dans le précédent débat, c'est évidemment la dépendance globale des médias à la publicité.
Et globalement, d'ailleurs, la dépendance du modèle économique de l'écologie en général, dans toutes ces initiatives, dans les médias, enfin un peu partout, qui ne trouve pas sa place aussi pour démontrer que potentiellement la décroissance, elle a beaucoup de vertus dans sa vie et dans beaucoup de choses. Donc c'est ça aussi que ça confronte, de mon point de vue, potentiellement le choix aussi des journalistes des sujets évoqués, c'est que en termes de carrière, potentiellement, même si aujourd'hui on pourrait dire que c'est favorable, ce modèle économique, il est quand même très dépendant de la publicité et que donc il pose des contraintes déjà extrêmement fortes pour évoquer certains sujets écologie vraiment de transformation. Bah écoutez, je pense que c'est une intervention plus qu'une question, mais elle était très utile. Merci beaucoup d'avoir insisté sur ce point-là. Peut-être l'une d'entre vous, juste d'un nous, mot, rapidement, Léa. chez Reporter, on n'a pas de pub. C'est vrai. Et on est donc vraiment indépendant, pas de pub, en accès libre, et on va bien. Donc ça, c'est chouette aussi. C'est un message qu'on va essayer de porter aussi, de dire que c'est possible de faire des projets médiatiques différents et de se retirer de toutes ces choses qui peuvent être des contraintes et d'aller bien. Donc voilà, c'est le message un peu positif. Il en faut. Merci beaucoup, Léa. Oui, je compléterai juste. En effet, il y a plein de médias indépendants, libres, qui ne dépendent pas de la publicité, mais ça sous-entend aussi qu'il faut beaucoup rappeler, il faut rappeler souvent que l'information a un coût, du coup qu'elle a une valeur et qu'il faut accepter de payer pour. Alors que depuis les années 2000, l'arrivée du web et des médias gratuits, on s'est habitué à avoir de l'information partout et à se dire qu'on ne devait pas payer pour. Alors il y a des gens qui ne peuvent pas, c'est une vraie contrainte, et donc il y a aussi des médias en accès libre et qui continuent de faire de l'information de qualité et on peut les orienter vers ça. Mais rappeler sans cesse que pour que ces médias vivent, il est important de les soutenir. Luna, un dernier mot. Rapidement. Juste, je vais résumer. Je pense que ma première conférence, c'était une asso qui s'appelle Acrimed et qui dit on n'explique pas tout avec l'économie, mais on n'explique rien sans. Et je pense que ça marche très bien pour la question que vous venez de poser. Le modèle économique des médias, il influe. C'est une variable qu'on doit prendre en compte. Après, il y a plusieurs exemples. The Guardian, par exemple, ils sont pas mal passés en ligne et depuis 2019, je crois, ils acceptent plus les publicités des produits polluants. Donc voilà, ils font évoluer et ils réfléchissent vachement en interne comment s'exonérer de cette charge-là. Mais après, il y a plein d'autres spécificités de traitement de l'information qu'il faut traiter et qui sont indépendantes du modèle économique. Au risque de les invisibiliser, on doit en parler quand même. Et on peut avancer. Voilà. Et je vous renvoie pour aller plus loin vers le traitement de quota climat, vers la charte pour un journalisme à la hauteur de l'enjeu écologique et évidemment au traitement de Reporter. Merci à toutes les trois de votre participation. Merci de votre attention.